François, abordons s'il te plaît les difficultés particulières de la mission du rondier. Donc, à mon avis, la principale difficulté de la mission du rondier, c'est de décider dans quel cas il doit appeler l'astreinte, dans quel cas il n'appelle pas l'astreinte, il décide de ne pas appeler l'astreinte parce que le problème qu'il a trouvé, qu'il a découvert par ses observations, n'est pas urgent. Et dans quel cas, au contraire, c'est très urgent, il peut éventuellement essayer d'intervenir. Par exemple, de remettre en service un compresseur arrêté ou d'arrêter un compresseur qui a un problème. Donc, on va déjà examiner le graphe représentatif de ce que fait le rondier. Donc, il fait sa ronde, il fait ses observations. À l'occasion des observations, dans certains cas, il n'y a rien à signaler. S'il n'y a rien à signaler, il ne va pas plus loin, il termine sa ronde, il dit RAS, rien à signaler. Dans certains cas, il va trouver un événement indésirable. Dans certains cas, il va en trouver plusieurs, là c'est la catastrophe, mais s'il en trouve un déjà, il doit se poser la question, est-ce que j'appelle l'astreinte quand c'est un truc qui est complètement en dehors de sa compétence ou qu'il n'a pas le droit de traiter lui-même, il faut qu'il appelle l'astreinte. Dans certaines usines chimiques, où il y a à la fois de l'air comprimé et des gaz explosibles, comme du kérosène ou des choses comme ça, eh bien, la moindre fuite d'air comprimé doit être considérée par le rondier comme une fuite de kérosène. Et il va appeler le dimanche à 4 h du matin un technicien d'astreinte. Dans certains cas, il décide de ne pas appeler l'astreinte. Et bizarrement, il y a deux cas de figure très différents. Dans certains cas, il pense que ce n'est pas la peine parce qu'il va remettre en service, il a été formé pour redémarrer un compresseur qui s'est mis en sécurité, pour arrêter un compresseur qui fume un peu, qui commence à brûler. Et s'il a le droit d'intervenir, il va faire cette intervention. Dans d'autres cas, il n'essaye pas, soit parce qu'il n'a pas été formé, soit parce qu'on lui a dit tu ne fais pas d'intervention, tu ne changes rien. Alors cette question-là s'est réellement posée dans un site avec un schéma qui a été très intéressant et que je vais vous présenter. C'est une histoire qui est arrivée il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. Aujourd'hui, on est en 2025, donc c'était sans doute en 2010. Je vais vous dessiner le graphe juste à côté. Donc, il y avait un gars qui faisait sa ronde. Ça n'était pas un rondier extérieur et sans compétence, c'était le mécanicien chef d'une très grosse installation d'air comprimé. Mais il faisait sa ronde et il a fait ses observations. Il fait une observation, une très grosse fuite d'huile. Une très grosse fuite d'huile, et il s'agissait d'un compresseur de forte puissance, plus de 1000 kW, je crois que c'était un compresseur de 2000 ou 3000 kW. Bon, et la fuite d'huile montait jusqu'au plafond à 6 mètres d'eau. Compresseur centrifuge avec une très grosse fuite d'huile, grande quantité d'huile qui partait dans toutes les directions et jusqu'au plafond. Il y avait un risque d'incendie. Il a estimé qu'il y avait un risque d'incendie. Et il a choisi d'intervenir. Il a appuyé sur l'arrêt d'urgence. Tous les compresseurs ont un arrêt d'urgence. Toutefois, ce n'est pas sans inconvénient d'utiliser l'arrêt d'urgence pour arrêter le compresseur. Qu'est-ce qui se passe quand vous appuyez sur l'arrêt d'urgence d'un compresseur centrifuge? En tout cas pour ce modèle-là, la pompe de lubrification s'est arrêtée en même temps que le moteur du compresseur. Mais le compresseur a continué à tourner parce qu'il avait une grande quantité d'énergie cinétique et il fallait la dissiper en chaleur, et ça se dissipe en chaleur principalement dans les paliers du compresseur. Comme ces paliers n'ont plus été lubrifiés, il a détruit, ou en tout cas endommagé, trois paliers sur 4 paliers de son compresseur, je crois. Je ne sais pas combien il y avait de paliers total, parce que je ne suis pas rentré dans le détail technique, je faisais juste une mesure de débit dans cette usine. Mais il a détruit 3 paliers,
Et à l'époque, aujourd'hui, ça coûterait 50 000 € de faire réparer un palier. Alors, pourquoi c'est intéressant de poser cette question-là? Ça sera peut-être l'objet d'une deuxième vidéo cas ou la suite de la vidéo J. Mais c'est intéressant parce que cette question est centrale dans le type d'enseignement que nous voulons faire.